Bonjour à tous, merci de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Élection municipale, le second tour avait lieu dans les villes dans lesquelles il y avait encore un second tour ce dimanche 28 juin. Je vous fais une analyse à chaud, donc soyez indulgents parce que je l'ai faite évidemment assez rapidement. En même temps, je pense avoir bien cerné les grands enseignements de ce scrutin. C'est pas totalement convergent avec ce que vous entendez dans les médias. On va ici avoir un autre son de cloche, vous allez voir, et puis on va en tirer surtout les enseignements qui nous intéressent pour la suite, et pas du tout simplement, évidemment, au niveau des communes. Alors, il y a plusieurs faits notables. Mais d'abord, je m'étonne que le grand fait notable de cette élection de second tour, qui est l'abstention absolument gigantesque, himalayesque, historique dans la Ve République, n'ait pas fait la une plus que ça. On nous parle beaucoup, et on va y revenir, du succès des Verts dans ces élections municipales, mais je veux dire, il y a 60% d'abstention au second tour des élections municipales. En 2014, aux dernières municipales, il y avait déjà des articles de presse que j'ai retrouvés où on nous parlait d'abstention record parce qu'il y avait à l'époque 36% de gens qui n'avaient pas voté. Cette fois-ci, 6 inscrits sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes. Donc les résultats qui sont analysés dans les médias portent en réalité sur 40% des inscrits, c'est-à-dire une faible minorité des personnes. Alors on est évidemment dans le record de la Ve République, c'est même plus fort qu'au premier tour le 15 mars 2020 des municipales où ça avait atteint déjà 55,4% d'abstention. Alors est-ce que c'est lié complètement à la crise du coronavirus, à la peur qu'ont les gens du virus? En partie, mais ça a progressé par rapport au premier tour, alors que la peur était beaucoup plus présente le 15 mars. Souvenez-vous, on était à la veille du confinement, il y avait un nombre de morts qui explosait, il y avait vraiment un climat de panique générale dans le pays, les gens allaient faire des provisions, dévaliser les grandes surfaces en pâtes, en riz, etc. On n'est plus dans cet état d'esprit. Donc l'explication par le coronavirus n'est absolument pas suffisante. À mon sens, ça traduit forcément une défiance énorme. Et d'ailleurs, moi, c'était le sens de mon appel à l'abstention au second tour que je vous avais fait il y a quelques semaines, en disant n'allez pas voter, parce que de toute façon, c'est devenu une mascarade tout ça. En réalité, il y a une défiance, il y a une majorité, on peut le dire maintenant, de Français qui ne se reconnaissent plus dans le système politique traditionnel où il y a tant de petits marchandages et si peu de convictions. Ça traduit, à mon sens, une attente plus forte que jamais d'une véritable révolution politique. Et j'y reviendrai. Cette abstention très majoritaire désormais, c'est une première, eh bien, est le signe que les Français sont en attente d'autre chose et un autre chose radicalement différent. Alors on va rentrer quand même dans le résultat, donc qui porte forcément sur 40% des électeurs seulement de ces élections municipales. Le deuxième fait notable, mais très en dessous du premier, qui est cette abstention, c'est évidemment la déroute d'Emmanuel Macron. Il y a, alors ça c'est quand même historique, aucune ville gagnée par le parti présidentiel, donc En Marche, La République En Marche. Alors mis à part Le Havre, bien sûr, mais Le Havre c'était Édouard Philippe qui était déjà sortant, en quelque sorte. Et donc ça ne peut pas vraiment m'y être au crédit de La République En Marche seulement. Mais attention, est-ce que ça veut dire qu'on doit enterrer Emmanuel Macron et sa clique? Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont les autres faits notables, les autres enseignements de cette élection municipale. C'est que l'opposition qui a été choisie dans ces élections municipales par les électeurs qui sont allés voter, donc une minorité, n'est pas radicale du tout. C'est une opposition mondialiste, très largement, que le mondialisme, l'oligarchie peuvent donc facilement capter, y compris Emmanuel Macron lui-même. D'ailleurs, regardez, dès ce lundi 29 juin, il avait prévu de recevoir, il le fait, les 150 citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur cette grande arnaque. Il les reçoit à l'Élysée, il a prévu de faire ensuite un grand discours sur l'écologie. Bah oui, parce qu'il avait anticipé très probablement une victoire des Verts à ces élections municipales. Il va donc essayer tout de suite de capter ce discours-là par un discours sur l'écologie. C'est l'opposition qui a remporté hier largement les élections municipales, c'est une opposition digérable par l'oligarchie. Elle peut être digérée parce qu'elle est digérable, parce qu'elle est elle-même compatible avec l'oligarchie très très largement.
On va y revenir. Et c'est justement le troisième fait notable de cette élection municipale. C'est évidemment celle dont parlent les médias en premier, mais pour moi, vous voyez, ça n'arrive qu'en troisième. C'est la victoire d'Europe Écologie Les Verts, évidemment. Alors, ils gardent leur grande ville, la seule qu'ils avaient jusqu'ici, c'est-à-dire Grenoble, mais ils en gagnent beaucoup d'autres. Ils gagnent Strasbourg, ils gagnent Annecy, ils gagnent à la surprise générale Bordeaux contre le dauphin d'Alain Juppé. Ils gagnent Lyon, aussi bien la ville que la métropole. Et ils gagnent Tours, ils gagnent Besançon, ils gagnent Poitiers. Et en coalition, peut-être, en nombre de voix, c'est sûr, mais peut-être en nombre d'élus, on verra, Marseille, deuxième ville de France. Alors, ça montre d'abord une première chose. Pourquoi la victoire de ELV? Ça montre que les Français qui continuent d'aller voter à ce genre d'élection, donc une minorité, ce sont quand même essentiellement les Français gagnants ou qui se considèrent encore gagnants de la mondialisation. Parce qu'on sait que la sociologie électorale de ELV, ce sont essentiellement des Français urbains, qui vivent même plutôt dans les centres-villes et plutôt aisés, plus riches que la moyenne des Français. Donc ce sont eux, et c'est assez logique. Eux, ils continuent dans le système traditionnel, ils vont voter à toutes les élections, etc. Alors, soit ils sont les gagnants réels de la mondialisation, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Soit ils se considèrent comme gagnants. En fait, ils sont perdants, mais ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Alors, ça, c'est beaucoup de cadres, notamment, qui pensent, alors qu'ils sont déjà en voie de déclassement, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. C'est ce qu'appelle Emmanuel Todd dans son dernier livre, la fausse conscience. C'est-à-dire ceux qui pensent, qui ont la conscience d'être gagnants, alors qu'en fait, c'est une fausse conscience, parce qu'en fait, ils sont déjà perdants. Mais, donc, si vous voulez, ça démontre ça, la victoire de ELV. C'est parmi la France résiduelle, minoritaire qui continue de voter, on a surtout ceux qui se considèrent gagnants ou les vrais gagnants de la mondialisation. Sans grande surprise. Le peuple, lui, très largement n'y est plus. Il est en dissidence, il est en attente de révolution politique. Deuxième, qu'est-ce que ça montre, cette victoire de ELV? La deuxième chose que ça montre, c'est qu'il y a quand même une préoccupation écologique et environnementale forte dans notre pays. C'est une évidence. Elle est forte. Mais, si vous voulez, et qu'elle dépasse largement, si vous voulez, la question du climat. Ce qui est une première escroquerie de ELV, c'est qu'il focalise essentiellement tout sur le climat. Or, l'écologie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la qualité du sol, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation. C'est toutes ces questions-là fondamentales. Et on va y revenir. Enfin, je vous ferai une vidéo. On va pas le faire ici maintenant, même si on va rentrer un peu dans le détail, mais je vous ferai une vidéo spécialement sur l'écologie patriote, l'écologie sérieuse par rapport aux escroqueries mondialistes, écolo-mondialistes. Mais c'est vrai que ça nous apprend que beaucoup de Français préoccupés par l'environnement pensent répondre à cette préoccupation par le bulletin de vote EELV. Et c'est une erreur, une illusion totale. Pourquoi ? Pourquoi ELV n'est pas la vraie réponse à l'écologie? D'abord, je vous l'ai dit, parce qu'il se focalise sur le climat, alors qu'il n'y a pas que le climat comme problème écologique, loin de là. Deuxièmement, parce que ELV est en contradiction totale avec sa ligne politique. On ne peut pas défendre l'environnement d'un côté et être un des partis les plus européistes et mondialistes de France de l'autre côté. Or, c'est le cas. ELV est un des partis politiques les plus européistes de notre pays. Il veut clairement une Europe fédérale. J'ai relu leur profession de foi sur leur site internet. C'est écrit « L'Europe fédérale ». Je cite « Les écologistes sont pour une véritable démocratie parlementaire et fédérale au niveau européen ». Au moins, c'est clair. Donc, des transferts de souveraineté complets vers l'Union européenne. À tel point qu'ils ont même rajouté le mot Europe, Europe Écologie Les Verts, dans leur propre nom depuis 2010. Voilà. Avant, ils s'appelaient Les Verts. Donc, quoi qu'ils disent sur l'écologie, quelles que soient leurs intentions, ils portent et ils cautionnent un modèle politique parfaitement contraire à l'environnement. Parce que l'Union européenne, c'est par définition, dans son ADN, l'inverse des circuits courts. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire en matière écologique, c'est relocalisation, production au plus près, la proximité, la qualité, le local, les circuits courts. L'Union européenne, ce sont les grands accords, les grands traités de libre-échange, encore même tout récemment, fin mars avec le Vietnam, puis fin avril, je vous l'ai dit, avec le Mexique. L'Union européenne, c'est aussi la PAC, politique agricole commune, qui est un modèle agrochimique, intensif, ultra-intensif, qui va même contre la protection animale, qui fait pour moi partie des grands combats écologiques. L'Union européenne, c'est par définition le poids des lobbies. Les lobbies chimiques, les lobbies du plastique, etc. On le sait, la ville au monde où il y a le plus de lobbies, ce n'est pas Washington. La ville au monde où il y a le plus de lobbies, c'est Bruxelles. Et pour cause, l'Union européenne est complètement perméable aux lobbies. Donc c'est vraiment un modèle mondialiste, complètement libre-échangiste, complètement contraire à l'écologie. Donc le EELV est en contradiction totale, mais ils le savent. Alors vous savez comment ils s'en sortent? Je vais vous dire comment ils s'en sortent.
J'ai retrouvé sur leur site un communiqué qui date du 15 février 2017, qui avait été signé à l'époque par Julien Bayou, qui est aujourd'hui numéro 1 de ELV, qui était à l'époque déjà porte-parole national de ELV. Je cite le titre de ce communiqué. CETA, après le vote du Parlement européen, le combat continue. C'est-à-dire le CETA, le traité de libre-échange Union européenne-Canada, a été voté à l'époque par le Parlement européen, ratifié. Mais les Verts, ils étaient contre. Ils disent, non, c'est pas grave, le combat continue. Sans jamais remettre en cause la structure même, structurellement les choses, et notamment, évidemment, sans jamais prôner le Frexit, qui serait la seule écologie sérieuse. Donc, en fait, ils s'en sortent toujours en promettant un combat éternel. C'est un combat éternel. On cautionne ce qui fait de la pollution, mais on dit qu'on va continuer de se battre à côté. Deuxième contradiction flagrante de ELV sur l'écologie, c'est la position sur leur position sur le nucléaire. Ils sont, alors là j'ai relu aussi sur leur site leur profession de foi, la sortie du nucléaire s'impose. Au moins c'est clair. Alors là ils s'inspirent de leur grand frère allemand, puisque le premier parti vert qui a été important, c'était en Allemagne, qui est rentré là-bas dès 1983 au Bundestag, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale allemande. Et c'est largement sous pression des Verts allemands que depuis la fin des années 1990, l'Allemagne est engagée dans la sortie du nucléaire et qu'elle a déjà largement faite en fermant des centrales nucléaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 40% de l'électricité produite en Allemagne vient de centrales à charbon, essentiellement d'ailleurs de l'Est du pays. Et l'Allemagne continue d'ouvrir des centrales à charbon. Elle a prévu d'en ouvrir une nouvelle là, à l'été 2020, qui s'appellera Datteln 4, au nord de Dortmund. Ça, c'est la réalité. Et avec une vague promesse de sortir à partir de 2038 des centrales à charbon. Enfin, tout ça, ce sont des promesses. Pour l'instant, ils ouvrent encore des centrales à charbon. Donc, en réalité, la sortie nucléaire, ça a été plus de pollution. À tel point qu'aujourd'hui, l'Allemagne représente 2,2% des émissions de CO2, de dioxyde de carbone dans le monde, 2,2% contre 0,9% pour la France, 2,5 fois moins, parce que nous avons une électricité produite largement avec le nucléaire qui ne produit pas de gaz à effet de serre. La France, d'ailleurs, c'est 0,9%, comme la Pologne, qui n'a que 40 millions d'habitants pourtant. Et c'est même la France 2 fois moins que le Canada, qui n'a pourtant que 35 millions d'habitants. Donc on n'a pas du tout à rougir, nous, là-dessus. Et c'est bien parce que nous avons fait ce choix, à l'époque, notamment le général de Gaulle, de l'énergie nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est pas parfait. Mais au lieu d'en sortir, comme le veulent les Verts, qui vont donc à la fin polluer plus, il faut faire de la recherche, de l'innovation, il faut investir, notamment sur la fusion nucléaire. On sait bien que ce sera ça qui produira quasiment pas de déchets, qui sera ça la clé. C'est très compliqué à maîtriser, mais c'est ça, la fusion nucléaire, c'est faire ça qu'il faut aller. De la même manière, moi j'avais été frappé par cette étude publiée le 20 janvier 2020 par des chercheurs de l'université de Bristol qui avaient publié une étude sur la possibilité de recycler les déchets nucléaires pour produire de l'énergie qu'ils appellent ultra durable. Mais c'est sur ça qu'il faut investir. Voilà. Alors on vous produira bientôt des notes sur le sujet parce que nous avons au sein de notre pôle d'expertise celui dirigé par Alain Vélo, des chercheurs, des universitaires, des étudiants sur la question qui produisent des choses très intéressantes. On va vous produire et on va vous mettre en ligne tout ça. Et là, contradiction flagrante, là encore, entre ELV et l'écologie. Et même si on regarde dans leur ville c'était Grenoble jusqu'ici, est-ce qu'ils ont vraiment défendu l'écologie au quotidien? Bah non. Si vous regardez les données, par exemple les données sorties du fabricant de GPS TomTom, qui fait une étude annuelle sur le sujet, en 2017, Grenoble était la 7e ville la plus embouteillée de France. En 2020, c'est maintenant la 4e ville la plus embouteillée de France, derrière Paris, Marseille et Bordeaux. Oui, parce qu'ils ont revu le plan de circulation, ils ont interdit la voiture partout, fait la chasse à l'automobiliste, etc. Et selon une étude de l'Observatoire de la surveillance de la pollution de l'air, eh bien, le nouveau plan de circulation mis en place à Grenoble à partir de avril 2017 par le maire ELV n'aurait pas, je cite, d'effet global sur l'exposition au dioxyde d'azote, NO2, des habitants de l'agglomération. Donc pas d'effet. Il y aurait des effets locaux qui seraient positifs pour 6400 Grenoblois, c'est très peu, et même négatifs pour 5300 autres Grenoblois. Donc ça s'équilibre. Donc on voit qu'il n'y a même pas d'effet positif pour la qualité de l'air pour les gens, contre la pollution, dans leur ville. Donc c'est vraiment une arnaque. Alors par ailleurs, cette opposition ELV, c'est une opposition qui est facilement absorbable, digérable, je vous disais, par l'oligarchie et même le macronisme, évidemment, qui est une branche de l'oligarchie, car tous les fondamentaux mondialistes, européistes, sont là chez ELV. Leur européisme forcené, la mise en sourdine de la question sociale, ils n'en parlent pas beaucoup, pas sérieusement,
La mise en sourdine de la question de la démocratie directe, ils en parlent très peu. Le RIC, je ne les entends jamais en parler sérieusement. Ils préfèrent tous les gadgets de ce qu'on appelle la démocratie participative. Vous savez, toutes ces conventions citoyennes, ces grands débats, etc. Ça, ce sont des gadgets pour les gogos. La vraie démocratie sérieuse, c'est la démocratie du référendum. Bon, ça, ils n'en parlent pas. Donc, c'est vraiment absorbable, digérable par l'oligarchie et le macronisme. Alors, quatrième fait notable dans ces municipales, bon, c'est l'autre opposition, on va dire. Alors, les Républicains, je passe très rapidement. Les Républicains, c'est une opposition en carton. Ils ont été au pouvoir pendant des dizaines d'années. On a vu le résultat, c'est la même politique. Bon, ils ont perdu quelques symboles comme Bordeaux et Besançon, mais dans les villes de plus de 9000 habitants, ils conservent toujours à peu près 50% des mairies qui sont LR ou apparentées les Républicains. Donc, il n'y a pas de grand changement pour eux. Le Rassemblement national, là, il y a un arbre qui cache la forêt déboisée. Je vais m'expliquer. L'arbre, c'est la victoire à Perpignan, bien sûr, ville de plus de 100 000 habitants. Donc, ils avaient déjà eu une ville de plus de 100 000 habitants, c'était Toulon en 1995. Là, c'est Louis Alliot avec 53% des voix qui a gagné dans cette ville des Pyrénées-Orientales. Il y a deux autres villes qu'ils ont remportées. 21 000 habitants, Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, avec un peu moins de 52% des voix, dans une des circonscriptions qu'ils avaient gagnées aux législatives en 2017. Et Moissac, en Tarn-et-Garonne, 12 000 habitants. Mais, je disais arbre, Perpignan qui cache la forêt déboisée. Pourquoi la forêt déboisée au RN? Parce qu'il y a des pertes. D'abord, ils ont perdu leur seule ville d'Île-de-France qui avait 20 500 habitants, Mantes-la-Ville, avec 56% des voix, ils ont face à eux. Stéphane Ravier a perdu la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille qui recouvrait quand même 155 000 habitants. Et ils ont perdu la ville du Luc dans le Var, 11 000 habitants, avec 55,8% des voix face à eux. Et par ailleurs, forêt déboisée, parce qu'au global, leur nombre d'élus a vraiment fondu. En 2014, aux dernières municipales, ils avaient eu 1438 conseillers municipaux dans 463 communes. Et cette fois-ci, ils n'ont plus que 840 conseillers municipaux dans 258 communes. Donc, c'est une chute de 42%. Donc, c'est vraiment une forêt déboisée. En plus, au-delà de la quantité du nombre d'élus, leur victoire principale à Perpignan renforce le changement de ligne idéologique du Rassemblement national qui avait motivé très largement mon départ en 2017 et la création des Patriotes. Et cette analyse politique elle a même été faite dans un article du Monde de ce 29 juin par l'historien et politologue Nicolas Lebourg. Je le cite. Cette victoire à Perpignan, elle accélère la recomposition de la ligne du RN. Je cite, c'est la consécration de lignes de fusion des droites qui prônent le souverainisme culturel, qui est contre l'immigration, mais n'est pas anti-européen et est plus libéral économiquement. Effectivement. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ça renforce la ligne anti-Frexit qui a déjà gagné depuis mi-2017 au sein du RN. Alors, il se dit pour le souverainisme culturel et contre l'immigration. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ça ne mange pas de pain, mais quand on ne fait pas le Frexit, quand on reste dans l'Union européenne, dans la CEDH, etc., quand on n'a pas ses frontières nationales, on ne peut pas être contre l'immigration massive, on ne peut pas la maîtriser et on ne peut pas défendre ce qu'ils appellent le souverainisme culturel quand on n'a pas la souveraineté nationale. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc ça ne mange pas de pain et par ailleurs, ça met en sourdine la question sociale puisque c'est plus libéral économiquement et la question sérieuse de répartition des richesses est évidemment face au lobby, à la domination oligarchique. Bon. Donc tout ça, c'est du velours pour l'oligarchie. Si vous voulez, c'est un discours, cette ligne-là du RN peut séduire localement, par définition, puisque aux élections municipales, vous ne parlez pas d'Europe, vous ne parlez pas d'euro, vous ne parlez pas de mondialisation, vous ne parlez pas d'oligarchie, vous ne parlez pas de répartition sérieuse des richesses. Donc ça peut séduire, mais c'est par nature complètement inoffensif au niveau national comme ligne. C'est une ligne qui est toujours perdante au niveau national, qui ne change rien et qui ne fait pas peur à l'oligarchie, qui elle aussi est largement digérable, absorbable par le macronisme et l'oligarchie. Donc tout ça n'est pas très intéressant du point de vue. Le seul enseignement intéressant de ces municipales, il n'est pas politique, il est sur le chiffre de l'abstention et ce que ça veut dire. Et ça, son explosion depuis 2014. Ça, c'est très intéressant. Ça montre quoi en conclusion? Ça montre qu'on a 2 ans pour que ces 60% d'abstention active trouvent une espérance dans un projet national, mobilisateur, enthousiasmant, sérieux, crédible, radical, qui aille à la racine des choses, qui soit clair, net et précis. Vous savez, chez nous, aux Patriotes, c'est le cas, notamment avec le Frexit. Ça nécessite le rassemblement intelligent des souverainistes et ça nécessite de s'éloigner le plus possible, comme l'ont fait les électeurs le 28 juin, s'éloigner le plus possible de la politique aérie, la politique politicienne. Évidemment, c'est ce qu'ont fui les électeurs qui ne sont pas allés voter, très majoritaires, lors de ces élections municipales. C'est vraiment la ligne forte des Patriotes.
Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous voulez renforcer ce combat, adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous cette vidéo, également en commentaire épinglé. Je vous attends. J'attends tous ceux qui notamment ne sont pas allés voter et qui veulent se battre parce qu'ils aiment leur pays. Merci beaucoup. Je vous attends aux Patriotes et vive la France.